Le 30 octobre 1985, Sylvia Sigrist se rend au centre commercial de Springfield pour acheter des décorations d'Halloween. Elle rentre ensuite chez elle, se change et retourne de nouveau au centre commercial. Il est environ 15h45 lorsqu'elle descend de sa voiture, un Datsun B210, et elle tire sur un homme qui est situé à une trentaine de mètres d'elle. Heureusement pour l'homme en question, elle le rate. Puis elle vise une deuxième personne, une femme qui était en train de retirer de l'argent à l'ATM à l'entrée du centre commercial. Encore une fois, elle rate sa cible. Le premier homme qu'elle avait visé est assez intelligent. Il se dit que cette personne est certainement dangereuse, elle va probablement rentrer dans le centre commercial et faire plus de dégâts, donc il décide d'aller vers le véhicule de Sylvia Sigrist. Il l'avait repéré lorsque cette dernière est arrivée et il lui crève les pneus pour éviter qu'elle ne reparte. Avant d'entrer dans le centre commercial, Sigrist parvient à tuer un petit enfant de 2 ans, Récif Kosman, qui était avec ses parents en train d'attendre pour manger au restaurant. Elle entre par l'entrée principale et elle se met à tirer sur tout ce qui bouge. Personne n'est épargné. Mais heureusement pour les personnes qui étaient au centre commercial, elle n'arrive pas à tuer tout le monde. Les 2 autres personnes qui trouvent la mort lors de cette fusillade sont Ernest Earl Trout et Augusto Ferris. C'est un étudiant qui était au centre commercial qui parvient à l'arrêter et à la désarmer. John Lofer a été très courageux pour s'en prendre à elle alors qu'elle tirait sur tout le monde, mais grâce à lui, elle arrête de tirer. Il l'a amenée dans un magasin, l'a désarmée et ensuite il attend la sécurité. Lorsqu'on lui demande pourquoi vous avez fait ça, elle répond « Je suis une femme, j'ai des problèmes familiaux et ma famille me rend nerveuse ». Hello, j'espère que vous allez bien. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on se retrouve pour parler du cas de Sylvia Sigrist, une Américaine qui a ouvert le feu dans un centre commercial à Springfield. Sylvia Winanda Sigrist naît le 31 juillet 1960 à Crumlin, en Pennsylvanie, et c'est situé aux États-Unis. On dira d'elle que c'est une enfant très intelligente, elle pratique le piano et elle adore l'équitation. Lorsqu'elle n'est âgée que de 8 ans, son grand-père paternel abuse sexuellement de sa petite fille, il s'exhibe même devant elle et cela va durer jusqu'à ses 13 ans. Pourquoi cet âge-là, me direz-vous? Tout simplement puisque lorsqu'elle avait 13 ans, sa mère a découvert toute la chose, donc ça s'est arrêté. Sigrist dira que comme elle était jeune, elle pensait que c'était normal d'avoir ce genre de relation avec son grand-père. Je ne vous apprends rien, mais ce genre de relation n'est pas normal, c'est même interdit. En 1975, lorsqu'elle est âgée de 15 ans, elle commence à se rebeller. Elle fait le mur pour pouvoir sortir le soir, elle fume de la weed, elle commence à faire plein de bêtises et elle se retrouve dans des situations pas top quand même. 1 an après, lorsqu'elle est en classe, elle enlève ses chaussures, elle se lève, elle commence à marcher et elle se met à crier en plein milieu de sa classe, en plein milieu de ses camarades, comme ça, sans aucune raison apparente. Elle est internée à l'hôpital de Pennsylvanie et on lui diagnostique une schizophrénie paranoïde. Après un court séjour à l'hôpital, elle retourne chez elle et dès son retour, elle attaque violemment sa mère et elle la frappe. Immédiatement, elle est renvoyée à l'hôpital et cette fois-ci, on l'envoie à l'hôpital Haverford State. En 1978, ses parents l'inscrivent à Eastern University. Cependant, elle se fait virer parce qu'elle a eu des mœurs un peu trop légères. En 1980, elle a un rendez-vous avec un spécialiste puisque ses parents trouvent que c'est pas normal son comportement. Ils veulent essayer de comprendre ce qu'il se passe et pendant ce rendez-vous, elle jette une cigarette allumée au visage du spécialiste en question. À cause de ce geste, elle est envoyée à l'hôpital Henman. Elle y restera un petit peu avant d'être envoyée au centre Lansdowne Rehab et cette fois-ci, elle se fait renvoyer du centre puisqu'elle a poignardé son conseiller. Je vous rassure, le conseiller va bien, il n'est pas décédé, mais ça commence à en dire long sur la personne en question.
Elle retourne à Haverford State Mental Hospital et elle y restera 6 mois. Les parents de Sigrist ont un appartement à Media, Pennsylvanie et de temps en temps Sylvia s'y rend. Le 17 novembre 1982, son père lui rend visite et lorsqu'il lui rend visite, il se rend compte qu'elle a un pistolet chez elle. Il lui demande tout de suite ce qu'elle compte faire avec le pistolet puisque pour lui ce n'est pas normal qu'elle soit en possession d'une arme, d'autant plus avec tous les séjours en hôpital psychiatrique qu'elle a déjà fait. Ce à quoi elle lui répond « Je vais me tuer ». Mais attention, ne t'en fais pas de soucis, reste tranquille. Avant de me tuer, je vais te tuer toi et maman. Ah bah d'accord, bon bah si c'est ça, du coup je m'inquiète pas, y a pas de souci. 2 mois plus tard, son père lui rend de nouveau visite et lorsqu'il lui rend de nouveau visite, il se rend compte qu'elle est en train de taguer les murs de l'appartement. Et c'est pas juste des petits tags mignons, des petits chats, des petites licornes, non. Elle, ce qu'elle écrit c'est « Kill them all », donc « tuez-les tous », et ensuite « Kill, kill, kill », tuer. Lorsque Sigrist est majeure, elle se rend à Fort Jackson, en Caroline du Sud, et elle tente de s'enrôler dans l'armée américaine. Bon, ça ne se passe pas trop bien, puisque lors de son intégration, elle est prise pour cible. En effet, ses camarades pensaient qu'elle était lesbienne, donc tous les jours, elle reçoit des blagues, des moqueries, et ça l'atteint un petit peu. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle est renvoyée de l'armée. Oui, parce qu'elle s'est fait renvoyer de l'armée. Elle s'est fait renvoyer de l'armée puisqu'elle a un comportement assez étrange. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais ce qu'elle aimait bien, c'était se rendre au centre de remise en forme de l'armée, vêtue entièrement de treillis verts, et elle s'assoit au spa et au sauna comme ça. Un instructeur du club de fitness a même déclaré elle détestait tout le monde et parlait souvent de tirer et de tuer des gens. Sigrist n'est donc plus dans l'armée. Elle est de retour dans la vie normale, si je peux dire ça comme ça. Elle n'a pas encore de travail et en juillet 1984, elle se fait arrêter par la police de Springfield puisqu'elle était en train de taguer les murs de la ville. Mais là encore, c'était pas vraiment des tags mignons, très jolis. C'était des tags qui incitaient quand même à la haine. La même année, elle frappe de nouveau sa mère et elle est envoyée à l'hôpital Sacred Heart. Comme pour les séjours précédents, elle sort de l'hôpital. Ses parents, ils savent plus quoi faire de leur fille. Ils sont désespérés. Ils se disent mais ça va s'arrêter quand? À chaque fois, elle fait des séjours, elle revient, elle repart. Il faudrait peut-être qu'elle ait un suivi psychologique plus sérieux que ça. Donc, ils décident de lui acheter une voiture. Pourquoi? Pour qu'elle soit plus indépendante. Alors, on n'est pas là pour juger le choix des parents, mais peut-être qu'il faudrait plus consulter des spécialistes avant de lui acheter une voiture. Ou alors, ils ont fait ça pour que tout simplement, elle vive sa vie toute seule et qu'elle n'ait plus à leur rendre de compte. Je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas vraiment la meilleure des solutions. Et ce n'est pas tout, puisqu'en plus de la voiture, sa mère l'emmène au DMV pour qu'elle passe son permis et arrivée là-bas, Sigrist étrangle sa mère. C'est peut-être sa manière de remercier ses parents au final. Encore une fois, elle refait un séjour à l'hôpital Sacred Heart et elle y reste 2 mois, de novembre 1984 à Noël 1984. Après ce séjour, elle décide de se reprendre en main et de s'inscrire à l'université. Elle s'inscrit au Delaware County Community College. On ne sait pas si c'est parce qu'elle en avait envie ou si c'est parce qu'elle voulait faire plaisir à ses parents. À mon avis, elle voulait juste faire plaisir à ses parents puisqu'elle n'ira à aucun cours. Même pas un seul, même pas ceux du début. Juste elle s'est inscrite histoire de dire je suis inscrite. Même si elle n'est plus dans l'armée, Sigrist continue de ne porter que des tenues de l'armée et très souvent aussi elle met un foulard sur sa tête. Vous savez les foulards que les militaires mettent dans le désert. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, pour se camoufler. En mars 1985, elle se dit « Ok, j'ai un pistolet chez moi, mais c'est pas suffisant. J'ai envie d'avoir plus gros. Je veux un fusil. » Elle se rend à un Kmart pour acheter un fusil. Et les personnes qui la voient entrer, ils lui disent qu'ils n'ont plus de stock. Mais c'est pas vraiment la vérité. En fait, ils ont remarqué qu'elle était un petit peu étrange et ils ont décidé de ne pas lui vendre d'armes. Enfin, des personnes sensées. Elle arrive à obtenir un job à Dry Goods. Super, elle reprend sa vie en main. Cependant, cela ne va pas durer longtemps puisqu'elle a attaqué son patron avec son agrafeuse. Il l'a virée. Un de ses passe-temps, c'était de se rendre au centre commercial à côté de chez elle, donc le centre commercial de Springfield. Mais quand elle y allait, c'était pas pour faire du lèche-vitrine comme tout le monde. Non. Elle, ce qu'elle aimait faire, c'était rentrer dans les magasins et hurler sur les gens.
les harceler. Des fois, elle leur criait dessus sans aucune raison, juste pour le plaisir de leur faire peur peut-être. Et pas que sur les personnes qui font du shopping, elle le fait également sur les employés. Un autre truc aussi qu'elle fait qui est complètement flippant, elle aime parler de la bonne qualité des meurtres de San Isidro McDonald qui ont eu lieu en 1984. On parle là d'un massacre. Donc toutes les personnes qui ont entendu parler de ça, ils la prennent pour une folle, mais ils ont aussi très peur. Parce qu'ils se disent que si elle parle de ça, peut-être qu'elle va passer à l'acte. Et dernière action qu'elle fait, quand elle rentre dans les magasins, des fois, ça lui arrive de hurler sur les employés parce que les lumières sont trop blanches. Elle leur demande d'éteindre les lumières. Ou alors même sur des clients car elle porte des hauts blancs. Quasiment tout le temps, elle est escortée par la sécurité, mais elle revient toujours. Donc elle n'a pas non plus été blacklistée du centre commercial. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Elle a réussi à acheter un fusil Ruger 10-22, et elle l'a acheté pour 107 $. Normalement, les acheteurs d'armes à feu devaient signer un papier comme quoi ils n'avaient jamais fait de séjour en hôpital psychiatrique, qu'ils étaient sains mentalement parlant. Bien sûr, pour pouvoir acheter son arme, Sigrist a menti et le vendeur n'y a vu que du feu. Un autre de ses passe-temps, c'est de se rendre à la librairie. Mais pas comme vous vous rendriez à la librairie pour lire un livre classique. Elle, si elle s'y rend, c'est pour trouver des livres qui parlent de la fabrication de bombes. Le 27 octobre 1985, avec son fusil, elle se rend dans un centre de tir, probablement pour s'entraîner, avant de rentrer chez elle. 2 jours plus tard, le 29 octobre, il est 4 h du matin, lorsqu'elle appelle son psychologue. Oui, à 4 h du matin. Le psychologue décroche, et là, elle lui dit un truc complètement insensé. Elle lui dit « Dites à ma mère de m'emmener en vacances, je veux des vacances. » Ensuite, elle raccroche. Plus tard dans la journée, elle demande à sa mère de l'emmener en vacances. Sa mère refuse. Sigrist, elle n'est pas très contente. Donc elle prend le chéquier et elle lui jette au visage. Avant la fusillade qui a eu lieu au centre commercial de Springfield dont je vous ai parlé en début de vidéo, Sylvia Sigrist a été internée une 12aine de fois. Et à chaque fois, elle sortait parce que les psychiatres considéraient qu'elle ne représentait plus un danger pour la société. On en revient au 30 octobre 1985, lorsqu'elle a ouvert le feu dans le centre commercial de Springfield, puis elle a été arrêtée. Et ce n'est que le 6 mars 1986 qu'elle a été jugée apte à comparaître pour les meurtres qu'elle a commis. Elle a été expertisée par les psychiatres de l'hôpital de l'État de Norristown. Pendant son procès, Sigrist est reconnue coupable, mais aussi folle, ce qui lui évite la peine de mort. Elle écope de 3 condamnations à perpétuité consécutives pour les 3 meurtres qu'elle a commis, mais aussi à 7 peines consécutives d'une durée de 10 ans pour les 7 personnes qu'elle a blessées. Le juge a déclaré que Sigrist devrait passer le reste de sa vie dans une forme d'incarcération. Elle a d'abord été envoyée dans un hôpital psychiatrique, l'hôpital psychiatrique Mayview State Hospital, pour qu'elle soit évaluée dans un premier temps. Puis, elle a été transférée dans un établissement pour femmes, l'établissement correctionnel d'État de Muncie, qui est situé en Pennsylvanie. Quand le juge lui a demandé si elle comprenait sa peine, elle lui a répondu « Fuck you, I hope you're starved, motherfucker ». Voilà. Je sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit, si vous avez besoin de traduction. Je vous mets la traduction. Voilà. Ruth Sigrist, sa mère, ainsi que son ex-mari avaient pour habitude de rendre visite à leur fille de temps en temps, mais en 1992, il y a un petit événement qui s'est passé. Sigrist a eu des graves difficultés avec des médicaments antipsychotiques qu'on lui donnait, mais sa mère n'a jamais vraiment su quels étaient ces médicaments. On sait juste que vers 1997, elle a décidé de couper tout contact avec sa famille, comme ça, du jour au lendemain. Bien évidemment, les visites et les lettres ont cessé. La dernière lettre que sa mère lui a envoyée datait de novembre 1997, une lettre à laquelle Sylvia Sigrist n'a jamais répondu. En 2002, sa mère a déclaré « C'est sa maladie. Elle est schizophrène, psychotique et devient extrêmement paranoïaque. Elle s'attarde sur des choses du passé. » Apparemment, Sigrist avait peur d'une chose, c'est que sa mère ne la force de nouveau à se rendre dans un établissement psychiatrique. C'était pour elle la pire chose. Elle préférait mourir ou aller en prison plutôt que d'aller en hôpital psychiatrique. Sa mère avait pourtant déclaré « Je crois vraiment qu'elle appartient à l'unité médico-légale d'un hôpital, pas à une prison. »
il y a quand même un petit point positif qu'on peut retirer de cette fusillade, enfin positif entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Ces actions ont incité le gouvernement à créer un groupe de travail législatif afin de trouver des meilleures façons d'accompagner et de prendre soin des malades mentaux de la société. Et sa mère Ruth était même très proactive sur ce projet, ça l'a touchée vraiment beaucoup. Elle a de nouveau pris la parole en 2012 après la fusillade de l'école élémentaire Sandy Hook. Vous savez, c'est ironique que les gens qui sont irrationnels soient censés, en vertu de la loi, obtenir de l'aide par eux-mêmes. Il doit y avoir quelque chose dans la loi qui oblige une personne en difficulté à être diagnostiquée par un psychiatre. Dans les années 1950, nous institutionnalisions des gens qui n'étaient pas des malades mentaux, quelqu'un qui était simplement indiscipliné. Nous sommes passés d'un extrême à l'autre. Elle déplore donc que des décennies après la fusillade de sa fille, des malades mentaux assassinent encore des gens innocents. Il est bon notamment de noter qu'en 1998, l'État de Pennsylvanie a instauré le Pennsylvania Instant Check System, ou PICS, permettant aux marchands d'armes agréés d'effectuer des vérifications d'antécédents via un téléphone lorsque quelqu'un veut acheter une arme. Ce qui est quand même une bonne chose. Voilà, c'est la fin de cette histoire de la fusillade qui a eu lieu au centre commercial de Springfield, mais aussi de tout ce qu'il en a découlé après, puisqu'on a vu que certaines choses ont changé, même si d'autres sont encore un petit peu lentes pour pouvoir changer. J'espère que la vidéo vous aura plu, dites-moi dans les commentaires si vous aviez entendu parler de cette fusillade, et on se retrouve très vite pour de nouvelles histoires.